Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire du cycle des métiers d'avenir Rêve 3 consacré au métier de la rénovation énergétique et plus spécifiquement au métier de la construction et de la rénovation hors site. Avant de débuter et de laisser la parole à nos intervenants, je vais vous rappeler quelques petites règles techniques dans l'utilisation de Livestorm. Vous pouvez en bas à droite de votre écran retrouver un onglet questions. N'hésitez pas au fur et à mesure des présentations des uns et des autres de nos intervenants à remonter vos questions. Je les poserai en direct à chacun d'entre eux pour favoriser l'échange entre vous et nous. Vous pouvez également retrouver un onglet Apps avec 3 petits points. À ce niveau-là, vous aurez un partage de fichiers. Vous pouvez retrouver la présentation PowerPoint qui vous sera diffusée aujourd'hui, ainsi que l'étude que l'AFPA a réalisée dans le cadre de la rénovation hors site. Petit rappel de qui nous sommes. Donc, on est le C2RP, je suis Gwendoline Lequat, chargée de mission. On est un groupement d'intérêt public présidé alternativement par l'État et la région au service des acteurs emploi, formation, orientation. On a 4 missions. Observer le lien emploi-formation à travers les données et des études. Accompagner les acteurs dans leur montée en compétences. Les informer sur les actualités des sujets emploi, formation, orientation en région et collecter l'offre de formation en région, notamment actuellement sur le sujet de l'apprentissage, si des organismes de formation sont avec nous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs acteurs de Rêve 3 et de la construction et de la rénovation hors site. Je les remercie pour leur disponibilité. On va avoir des propos introductifs par Monsieur Frédéric Motte, le président de la mission Rêve 3, qui nous a enregistré un message. Il ne pouvait malheureusement pas être présent aujourd'hui, il s'en excuse. Nous aurons ensuite une présentation de la construction hors site et de quoi on parle plus concrètement pour des orienteurs qui ne sont peut-être pas spécialistes des sujets. Marion Humez, responsable de projet à la direction Rêve 3, nous en dira plus. Bonjour Marion. Nous aurons ensuite un focus RH sur les besoins en emploi et compétences basé sur une étude réalisée par l'AFPA dans les Hauts-de-France et qui sera présentée par Mélanie Boquet, chef de projet à la direction prospective et ingénierie de l'AFPA. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et nous aurons ensuite la chance d'avoir 2 témoignages d'entreprises pour vraiment avoir des retours concrets de terrain de ce que c'est que la construction et la rénovation hors site sur notre région et quels sont les besoins de ces entreprises sur notre territoire. Donc pour ça, nous accueillons Christina Anita, directrice Habitat chez Technologie et Habitat. Bonjour Christina. Bonjour à tous. Et Johan Girard, vous êtes directeur du développement et responsable de l'agence d'Artois chez Bouygues Construction Nord-Est. Bonjour Johan. Bonjour. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter le message que nous a laissé Frédéric Motte pour introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, l'ambition de développement durable dans les Hauts-de-France, nous l'appelons Rêve 3. J'ai envie de résumer 2 défis que nous avons à relever. Le premier, c'est le passage à l'acte. C'est motiver, tout le monde est convaincu, mais passer à l'acte. Le deuxième, c'est la massification. Et le bon exemple, c'est justement le monde de la construction, de la rénovation et donc de la construction hors site. Si nous voulons faire plus, si nous voulons faire mieux, si nous voulons faire avec des conditions de travail qui soient plus acceptables, nous sommes intimement convaincus que la construction hors site est une vraie opportunité pour notre territoire. Nous l'avons identifiée comme une filière d'exemple sur laquelle nous voulons investir, mais nous avons le défi de trouver les femmes et les hommes qui vont nous aider à relever ces défis. Nous avons besoin de vous et donc nous comptons sur ce webinaire pour vous apporter tous les éléments. Bonne réunion à tous. Je vais maintenant donner la parole à la personne qui est
porte un peu ce sujet des métiers d'avenir REV 3 au sein de la région et de la direction de la formation professionnelle. Jalil El-Kabli, vous êtes conseiller technique auprès du directeur de la formation professionnelle à la région. Vous suivez toute la mise en place de cette dynamique des métiers d'avenir au REV 3 et notamment sur les enjeux formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte dans lequel s'intègre ce webinaire? Très bien, merci. Bonjour à tous. Peut-être rappeler globalement qu'au niveau régional, on constate une vraie transformation de notre économie régionale et on voit bien qu'on a des grands défis en termes de transition écologique et énergétique. Il y a évidemment des filières innovantes qui se structurent et donc il y a des besoins en compétences qui émergent. Et sur ces besoins en compétences, on voit bien sur les différents secteurs d'activité qu'on a déjà traités dans le cadre de ces webinaires, qu'il s'agisse d'électromobilité, des gigafactories, des batteries électriques, de la filière hydrogène ou de la construction en site, on est bien sur des sujets globalement qui vont nécessiter un élément clé. Pour nous, c'est important de le rappeler, c'est la question de l'anticipation de ces besoins en compétences. Donc, fort effectivement de ce constat, avec le C2RP et la région Hauts-de-France, on organise des cycles de webinaires pour informer l'ensemble et sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle à ces grands enjeux de REV 3. Et du coup, REV 3, ça doit devenir une réalité dans les territoires et de faire en sorte aussi qu'on soit en capacité, de manière extrêmement pragmatique, de répondre à ces enjeux. Évidemment, sans oublier que ces enjeux-là s'inscrivent bien dans le cadre de la dynamique du contrat de plan régional de développement et de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, aujourd'hui, je suis très content d'être là avec vous sur ce webinaire construction hors site, parce qu'on voit bien qu'on va devoir répondre à un certain nombre d'enjeux. Ça sera forcément rappelé par l'ensemble des intervenants. Il y a un enjeu d'attractivité, ça c'est clair, et ça c'est valable sur beaucoup de secteurs. Il y a un enjeu effectivement d'adaptation des contenus de formation en réalité de ces métiers, et évidemment la question de l'engagement et de l'emploi, l'engagement des entreprises. Et je suis très content que les entreprises aussi participent à ces webinaires. On a toujours souhaité avec le C2RP mixer à la fois la partie études, la partie entreprise, et aussi la partie comment on se met en ordre de marche de manière extrêmement pragmatique pour répondre à ces enjeux. Et merci aux intervenants pour la qualité de leur intervention. Je sais qu'ils seront d'un très bon niveau. Merci. Merci beaucoup, Jalil, pour ce mot introductif qui permet de replacer dans le contexte. Par rapport à ce que Jalil vient de vous dire, vous pouvez retrouver tous les replays des premiers webinaires que nous avons organisés, donc comme il l'a dit, sur l'électromobilité, la décarbonation de l'industrie et les métiers d'avenir REV 3 sur le site du C2RP. Le lien vous a été mis en commentaire. Pour ce dernier webinaire REV 3 de cette année, donc nous allons nous concentrer sur la filière en émergence de la construction et de la rénovation hors site des bâtiments. C'est un sujet d'actualité, je l'apprends à personne, je pense. La rénovation énergétique, c'est un défi de taille, notamment dans notre région. Et le hors site peut être vu comme une solution pour répondre à ce défi. Je me demande si on assiste à un potentiel mouvement de fond de cette filière, et qui dit évolution peut dire besoin de nouvelles compétences et de nouveaux talents potentiellement. Marion Humez, vous êtes responsable de projet au sein de la direction REV 3 de la région Hauts-de-France. Vous suivez la structuration de cette filière sur notre région. Avant de rentrer dans le vif du sujet des besoins en emploi et en compétences, comme on l'a dit, on est face à un public d'acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle qui ne sont pas forcément experts du sujet. Comme moi, je n'étais pas expert du sujet avant de préparer ce webinaire avec vous. Donc, je vais vous poser exactement la même question que celle que je vous ai posée quand on a préparé ensemble. C'est quoi la construction hors site concrètement? Merci Gwendoline pour cette question et bonjour à tous. Alors, le hors-site, on peut dire qu'il repose en fait sur deux principes fondamentaux. C'est le fait de déplacer du temps de travail du chantier à l'usine et c'est le fait de préfabriquer de façon industrialisée des éléments pour la rénovation ou pour la construction neuve, avec l'objectif de développer des solutions qui soient standardisées. En fait, en rénovation, on préfabriquera des éléments de façade, des éléments de toiture, des systèmes énergétiques, tandis qu'en construction neuve, on préfabriquera des modules qui pourront être équipés jusqu'à 80 ou 90%, sachant que la construction modulaire peut être totalement intégrée ou être elle-même issue d'un assemblage d'éléments qui vont être préfabriqués en 2D. Le fait de faire du hors-site, en fait, implique de penser différemment. C'est une autre façon de réaliser des opérations.
on peut la pratiquer en fait sur toute ou partie d'un logement. On peut préfabriquer des éléments de balcon, des éléments de salle de bain, des systèmes énergétiques, des façades qui peuvent être porteuses ou des modules. Et en fait, l'ensemble combiné permet de réaliser un bâtiment ou de réaliser une rénovation. En fait, le hors-site implique de penser vraiment différemment la construction, que ce soit dans la réalisation ou dans la définition du projet ou la gestion du chantier. Alors, ce que l'on ne veut surtout pas, c'est opposer le hors-site avec la construction traditionnelle. On est convaincu qu'il faut vraiment prendre le meilleur des deux. Il faut pouvoir prendre, en fait, donner en fait à la construction traditionnelle ce qui est spécifique. Ici, par exemple, sur cet exemple, ce sont les rez-de-chaussée des bâtiments qui accueillent le plus souvent des pièces de service ou de la restauration. Et en fait, utiliser le hors-site pour ce qui est répétitif. Pardon, pour ce qui est répétitif et ce qui est standardisable. Sur la rénovation, on peut appliquer le même principe, utiliser la répétitivité sur des façades préfabriquées qui vont l'être jusqu'à 80 ou 90%, sur des linéaires de construction, et avoir une construction traditionnelle en fait pour le reste, pour finir l'opération. Alors, quelques illustrations, principalement en région, pour vous donner à voir en fait ce qu'est le hors-site. Ici, en rénovation, des opérations de logements individuels ou des petits collectifs, des opérations de bâtiments tertiaires et différentes façons de faire du hors-site. Je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à différents modèles, du kitting ou à des opérations préfabriquées. Que l'on soit, opérations préfabriquées, on peut trouver également sur des bâtiments tertiaires, des bâtiments publics. En neuf, on peut avoir la construction de logements individuels, de logements collectifs, des formats de type résidence Crous, par exemple ici au centre, ou des résidences pour sportifs comme le Crêpes de Wassigny. On peut également avoir du bâtiment tertiaire, ici une chaîne d'hôtels qui a beaucoup de solutions hors site, et de la construction modulaire qui peut permettre de faire des opérations modulables et donc qui permettent le réemploi en fait des bâtiments. Et donc une façon de penser différemment en fait le devenir et l'usage futur des bâtiments. Sur les chantiers ou en usine, on va avoir en conséquence en fait l'application de nouvelles façons de travailler. Sur les chantiers, des fondations spécifiques, des engins de levage, de la coordination entre les métiers, de la logistique. En usine, des process opérationnels appliqués à des chaînes de production et aussi une grande part qui va être donnée au numérique, notamment en amont des chantiers, par exemple autour du scan 3D, du BIM, du nuage de points, etc. Enfin, en région, en fait, nous, on est convaincus que leur site peut s'appliquer aussi avec nos filières REV 3, donc en fait les filières du bois, des matériaux biosourcés que nous développons également, les ossatures en bois, préfabrication, en chanvre, en lin et en paille sont en train de voir le jour et d'être mises en œuvre. Les textiles recyclés, l'acier recyclé, et nous avons aussi plusieurs projets de R&D sur des nouveaux matériaux, par exemple sur des sédiments. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose en émergence qui vient croiser industrie, logique industrielle et bâtiment. C'est innovant, mais en fait, pourquoi on décide d'aller là-dessus en région? En quoi c'est une filière porteuse et quels sont les atouts de cette filière de la construction hors site? Oui, alors en fait, les atouts, on les voit de trois ordres. D'abord, sur la sécurité des opérations. En fait, on est convaincu que le hors-site doit permettre de garantir les coûts des opérations, les délais, la diminution des coûts, par exemple, et des délais qui sont parfois liés à la levée de réserve, la gestion des périodes d'intempéries. Et également, ça doit permettre en fait de garantir la qualité des opérations avec le fait de produire industriellement, et donc la qualité de la performance énergétique. Le deuxième ordre d'atouts, c'est ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail, le bien-être au travail. On va travailler plus en usine et donc apporter de la sécurité aux salariés. On va faciliter l'emploi des femmes et on va également faciliter l'emploi d'ouvriers non qualifiés et donc redonner de l'attractivité en fait au secteur du bâtiment et donc permettre de la réindustrialisation de notre territoire. Et enfin, côté atout lié à l'environnement, le hors-site va permettre en fait une meilleure gestion de la ressource, une utilisation des matériaux biosourcés, une réduction des nuisances de chantier, des chantiers aussi en rénovation qui vont pouvoir faire en site occupé, donc avec un meilleur impact pour les habitants et globalement un meilleur impact environnemental.
On voit bien une vraie filière REF 3 avec ces différents aspects. Comme je le disais un peu en introduction, je pense que tout le monde, le grand public, a entendu parler des nouveaux enjeux de rénovation énergétique des bâtiments type logement classé E, F ou G. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement ces grands enjeux et le défi qui est à relever en région? Oui. Alors, en fait, en termes de potentiel en région, on a en région 150 000 logements sociaux qui sont en étiquette EFG, sur lesquels les bailleurs ont des obligations de rénovation à horizon 2034. Mais on pourrait y additionner les plus de 200 000 logements sociaux qui sont en étiquette D et qui seront à rénover d'ici 2050. Donc, c'est dire le potentiel que l'on a sur les logements sociaux. On sait que dans les bâtiments scolaires publics, on a plus de 16 600 écoles qui sont également classées en tant que passoires énergétiques. Et on considère au niveau national que leur site, que 30% des bâtiments peuvent être rénovables avec des méthodes hors site et que à horizon 2030, 20% des bâtiments seront construits avec des méthodes hors site. Donc notre potentiel est là. Et en région, on s'aligne complètement avec l'ambition nationale. La prise de conscience nationale que le hors-site est une des solutions qui permettra réellement aux collectivités et aux bailleurs en fait d'atteindre leurs objectifs. Elisabeth Borne, très récemment, lors du Conseil national de la refondation, affichait la volonté de développer une filière d'excellence de la construction hors-site en France et nous sommes parfaitement alignés avec cette ambition-là. Enfin, peut-être rapidement, juste pour conclure ma présentation, de vous dire qu'en région, en fait, nous travaillons sur ce sujet depuis 2020 et nous sommes avec un écosystème d'acteurs très riche sur lequel, en fait, nous souhaitons travailler sur ce sujet du hors-site plutôt sur la rénovation, puisque c'est là que sont les enjeux. Donc, nous finançons les pôles de compétences que sont le CD2E, Fibois, Pôle Énergie sur ce sujet-là. Nous travaillons avec des experts et des facilitateurs au niveau national. Nous travaillons avec l'URH, par exemple. Et nous travaillons également avec la recherche. J'ai cité Centrale Lille. Cette dalle n'est vraiment pas exhaustive parce que nous délibérerons en janvier prochain une feuille de route Ambition REF 3 pour le bâtiment durable avec un axe hors site. Nous travaillons également à un grand projet européen qui durera 8 ans pour soutenir et développer et déployer cette filière. Et enfin, nous avons en interne de la région une task force qui mêle l'ensemble des compétences régionales au service des entreprises, au service de l'emploi, au service de l'aménagement du territoire et au service de la formation pour pouvoir en fait être efficace et surtout être rapide quand il s'agira d'accompagner les acteurs et de soutenir leurs projets. Merci beaucoup Marion, ça nous permet d'y voir un peu plus clair sur ce que représente la construction et la rénovation hors site sur notre territoire. J'en profite d'ailleurs parce que je vois le logo du CD2E. C'est vrai que cet écosystème est déjà assez structuré en région. On vous a mis à disposition en fin de PowerPoint quelques ressources complémentaires pour creuser justement cette question de c'est quoi le hors-site en région, notamment les ressources disponibles sur le site du CD2E. Là, on a parlé construction hors site au global. On reste quand même aujourd'hui intéressé principalement par la question des besoins en emploi et compétences. Marion, vous nous l'avez dit, on est sur une filière en émergence. Il y a des méthodes qui sont assez variées. Mais d'ores et déjà, on peut quand même voir qu'il y a un besoin d'adaptation face à ces nouveaux besoins en termes de rénovation du bâti notamment. Pour parler de cela, je vais donner la parole à Mélanie Boquet, qui est chef de projet à la direction prospective et ingénierie de l'AFPA. Vous avez été missionné pour réaliser une étude sur l'évolution de ces besoins en emploi et compétences dans la filière et vous avez rendu vos résultats début d'année 2023. Je sais que je vais vous demander un challenge, mais est-ce que vous pouvez nous présenter les principales conclusions de cette étude en quelques minutes, Mélanie? Bonjour à tous. Donc effectivement, l'AFPA, vous connaissez sans doute l'AFPA en tant qu'organisme de formation. L'AFPA, c'est aussi un EPIC, donc un établissement public industriel et commercial. Et nous avons, à l'intérieur des missions de l'AFPA, des missions nationales de service public qui consistent à réaliser effectivement des études sur l'impact des mutations de l'économie, sur les emplois et les compétences. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'AFPA a été sollicitée par conjointement l'État et la région Hauts-de-France, puisque comme l'a expliqué Marion, le hors-site constitue une filière REF 3 et un enjeu très important pour notre région. Donc voilà, le but ici était
particulièrement la rénovation énergétique des bâtiments par des procédés hors site, quelles sont les conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur en termes de besoins, emploi, compétences, formation. Donc rapidement, Marion l'a déjà présenté, je vous ai mis un petit schéma de c'est quoi une rénovation hors site, une rénovation par des procédés hors site. Eh bien, on vient effectivement appliquer une seconde enveloppe, comme vous voyez sur le dessin, sur le bâtiment existant. On intègre au niveau du toit des panneaux photovoltaïques, un certain nombre d'éléments techniques qui permet en fait d'avoir un objectif donc de résultat sur la garantie de la performance énergétique avec des bâtiments qu'on appelle E égale 0, voire E inférieur à 0, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie. Donc c'est une promesse très intéressante effectivement par rapport aux enjeux qui nous attendent, aux enjeux colossaux de la rénovation énergétique. Des petites photos toujours plus parlantes sur un bâtiment existant à côté de chez nous ici à Roubaix. C'est le bailleur Villogia donc qui rénove. Donc vous voyez sur le dessin qu'on va venir appliquer une seconde peau en fait à ce bâtiment, en tournant comme ça en escargot autour de la façade, avec des éléments donc qui arrivent par camion, des engins de levage qui permettent et des compagnons qui permettent de les fixer sur les parois. Et puis d'arriver à un résultat en termes de performance énergétique. Alors je reviens juste sur ce chantier-là. Là, vous aviez notamment dans le contrat, si vous voulez, qui a été engagé, un objectif de résultat sur la performance énergétique, c'est-à-dire que les personnes en charge de ce chantier vont garantir une certaine consommation d'énergie. Donc ça, c'est très important. Si vous avez fait des travaux de rénovation chez vous, vous savez que vous attendez un retour sur un investissement de ces travaux. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'étudier l'impact de ces procédés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc très rapidement, l'ensemble de la chaîne de valeur, ça part déjà de la conception, c'est-à-dire qu'on va prendre le bâtiment existant, en faire un scan 3D, un nuage de points. On numérise en fait toutes les données que l'on peut avoir sur le bâtiment existant, et c'est de là que va découler tout le reste du process. Donc une fabrication en usine. Alors, ça ne se fait pas de manière séquentielle, ça se fait de manière synergique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le scan, on a pratiquement, je grossis le trait, envoyé les plans de fabrication à l'usine qui va pouvoir commencer la construction des panneaux, etc. Transport logistique, ça c'est un pôle qui va être très important aussi, puisqu'on va essayer d'approvisionner en juste à temps, de réduire au maximum les aléas et que les chantiers soient livrés exactement au moment où ils en ont besoin. Une phase chantier, effectivement, qui est raccourcie, et où on va venir assembler et incorporer les éléments sur l'enveloppe existante. Et enfin, toute une partie exploitation-maintenance, c'est-à-dire que tout ça, il faut que ça dure dans le temps et qu'on ait effectivement la garantie des consommations d'énergie réduites avec un monitoring du bâtiment, j'y reviendrai, et toute la partie gestion technique du bâtiment. Et du coup, Mélanie, là-dessus, comment les emplois et les compétences, elles vont être impactées? Est-ce que, selon toi, on peut parler d'une révolution des métiers? Parce que voilà, on voit arriver l'aspect industrie dans un secteur du BTP. Comment vous voyez les choses à l'AFPA là-dessus? Alors, à travers l'étude, effectivement, on a étudié, j'y reviendrai, chaque segment. Alors, il ne s'agit pas d'une révolution en termes de c'est pas une rupture, c'est une évolution. C'est pour ça que je présente ça un peu sous forme d'un continuum. La préfabrication a toujours existé dans le bâtiment. La charpente de Notre-Dame a été construite, certains éléments hors chantier. Donc, ça a toujours existé de construire des éléments. Là, on va dire qu'on va pousser le curseur un peu plus loin en termes d'industrialisation, en incorporant les méthodes, effectivement, de la troisième révolution industrielle, mais aussi beaucoup grâce au numérique. Le numérique est vraiment ce qui va permettre d'aller plus vite et de pousser cette industrialisation plus loin. Mais il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une révolution, mais plutôt d'un changement, notamment en termes de process qui vont conduire la manière de faire les chantiers. Donc effectivement, je vais présenter un petit peu, alors vous aurez les résultats. Donc l'étude sera sur le site, comme l'a dit Gwendoline, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement par sous-segment de cette filière, quelques constats. Donc, effectivement, sur la phase conception, donc ça, c'est tout ce qui est bureau d'études,
les bureaux d'études pour les entreprises du BTP, mais aussi les industriels, les énergéticiens. Il va y avoir une phase, la phase de conception est renforcée. Donc, on va avoir besoin d'ingénieurs, de techniciens de bureaux d'études, avec des compétences effectivement en numérique, en digital, parce que tout ça maintenant se fait à partir de supports numériques, et une partie thermique, tout ce qui est gestion de l'énergie du bâtiment, qui devient très stratégique sur ces projets. Voilà, vous aurez dans le rapport les impacts et puis les métiers, effectivement, à chaque fois un peu en développement d'émergence, et puis des métiers identifiés comme pénuriques, parce que vous savez que dans le bâtiment et dans l'industrie, on a déjà des difficultés de recrutement sur certains métiers. J'en profite là, Mélanie, pour préciser justement à nos participants, on est obligé de dresser un portrait assez rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. S'il y a un point qui accroche particulièrement votre attention sur cette présentation, n'hésitez pas à poser une question dans le chat. Nous pourrons interroger Mélanie Bocquet dans ce sens. Voilà. Sur la phase maintenant industrielle, donc là, il s'agit de concevoir et de fabriquer effectivement des éléments qu'on va venir incorporer sur le bâtiment existant. Donc là, on est sur une industrie classique, j'ai envie de dire, avec des métiers industriels et on observe aujourd'hui un degré d'automatisation, de robotisation de ces chaînes de fabrication variable. En fait, chaque entreprise utilise un procédé plus ou moins automatisé, plus ou moins robotisé. On peut aller jusqu'à des chaînes de fabrication qui sont complètement robotisées. Et du coup, ici, les métiers qui vont se renforcer, c'est effectivement tout ce qui est métier lié à la logistique. On a besoin également d'automaticiens, de roboticiens, de techniciens de maintenance pour faire fonctionner et entretenir les lignes de production. Et puis, on aura besoin effectivement d'ouvriers, alors plus ou moins qualifiés, des degrés variables en fonction de la complexité du process, pour venir fabriquer, assembler en usine, sur des chaînes de fabrication, les éléments qui vont être destinés à être assemblés sur le chantier. Donc là, il y aura certainement besoin en volume d'opérateurs. J'ai interrogé des entreprises qui effectivement ont rendu compte de ces besoins, et ça peut être intéressant effectivement pour des personnes sur des premiers niveaux de qualification de leur proposer des emplois dans ces usines de fabrication. Nous avons ensuite la phase de travaux. Alors je dis ensuite, tout ça se fait de manière beaucoup plus énergique, mais là je le présente de manière séquentielle. Là, donc c'est les entreprises du BTP qui vont venir assembler les éléments sur chantier avec effectivement la garantie de la performance énergétique. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. De toute façon, étant donné qu'on intègre des process industriels sur le chantier, rien n'est laissé au hasard. L'idée, c'est d'avoir conçu, séquencé toutes les étapes du travail de manière à laisser le moins de place aux aléas possible et d'être dans un process de qualité totale, des process qui existent déjà dans l'industrie et qui vont venir se drainer dans les équipes, y compris dans le management. On parle du lean management, voilà. On aura effectivement besoin ici toujours de conducteurs de travaux, de chefs de chantier, donc sensibilisés au lean. Ça, c'est des métiers aujourd'hui qui sont fortement recherchés. Il va y avoir aussi des besoins renforcés au niveau de tout ce qui est ouvrier, technicien, ce qu'on appelle CVC, tout ce qui est chauffage, ventilation, clim, tous les métiers de l'énergie. Également des domoticiens, des automaticiens, on y reviendra puisque les bâtiments sont maintenant connectés et donc il y a besoin de gestion technique du bâtiment, des grutiers et puis alors évidemment des ouvriers, moi que j'appelle monteur-poseur d'éléments préfabriqués, avec ici des besoins en volume effectivement de personnes qui vont être capables de venir poser ces éléments sur l'enveloppe existante. Ça m'amène à une petite question, Mélanie, sur ce que vous venez de présenter. On voit qu'il y a quand même une évolution, donc de plus en plus de travail industriel en usine potentiellement sur ces métiers de la construction ou de la rénovation hors site. Est-ce que on est sur des métiers peut-être
déjà connus, déjà existants. Donc ça rejoint bien ce que vous disiez sur, on n'est pas sur une révolution, mais une évolution. Est-ce que par contre, en termes, voilà, si je me mets dans la place d'un orienteur, en termes de profil de personnes à orienter vers tel ou tel métier, est-ce que là, vous voyez des spécificités peut-être entre ces phases industrielles, travaux qui peuvent émerger? Oui, je pense qu'effectivement, quand je disais rien n'est laissé au hasard, on n'est pas sur des profils, si vous voulez, d'artisans du bâtiment, comme vous pouvez voir des gens qui viennent chez vous, qui rencontrent une situation inédite qui concerne votre logement et qui vont venir un peu essayer de trouver la solution, d'être innovants. Là, pour le coup, sur ces grands chantiers de rénovation, les feuilles de route sont extrêmement claires et on est plus, pour moi, sur vraiment du process industrialisé et aussi en termes de mentalité, des gens qui soient capables d'appliquer des règles, d'appliquer des procédures, avec fort de leur connaissance effectivement technique du bâtiment. Mais l'idée n'est pas de se poser la question de comment on va faire une fois qu'on arrive sur le chantier. Donc, c'est des profils pour moi qui sont plutôt de type de mentalité plutôt industrielle, si vous voulez, que si on l'oppose à une vision qu'on peut avoir un peu traditionnelle d'aller chercher une solution un peu à une question. Voilà. Là, les choses sont quand même extrêmement cadrées. Voilà. Donc, c'est des choses à prendre en compte dans les appétences des projets professionnels des personnes. Exactement. Ouais, voilà, tout à fait. Sur la phase exploitation maintenance, donc comme je disais, on va après engager, si vous voulez, les consommations énergétiques du bâtiment avec une garantie de performance. Et donc la phase exploitation et maintenance du bâtiment est aussi très importante, avec un renforcement des fonctions liées à tout ce qui est gestion technique du bâtiment, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, des compétences effectivement croissantes pour tous les techniciens qui travaillent sur les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, avec voilà parfois des habilitations spécifiques aussi en termes de métier et de capacité à intervenir sur tel ou tel équipement. Et puis, j'ai mis aussi prévoir du commissionnement technique. Donc, le commissionnement, c'est tout ce qui permet de réduire, si vous voulez, l'écart entre le théorique et le réalisé. À chaque phase, c'est un peu un monsieur qualité du chantier. Et puis, donc, des besoins aussi sur tout ce qui est gestion et exploitation des données, puisque il y a un monitoring du bâtiment, si vous voulez, qui fait que toutes les consommations sont tracées et observées. Donc, on le verra après. Du coup, je fais le lien avec tout ce qui est numérique et digital. Tout ça est possible grâce au progrès que l'on a fait dans ce secteur et ça part effectivement du scan 3D du bâtiment. On va ensuite, dans les bureaux d'études, modéliser, digitaliser la stratégie de rénovation avec des simulations numériques. Et puis, le numérique, il est aussi dans la planification du projet, dans le management du projet. On s'en réfère toujours à la maquette et au plan numérisé. Et puis, ça permet aussi un travail collaboratif, puisque ça, je l'ai peut-être pas assez dit. Il y a vraiment une synergie très importante entre tous les acteurs industriels, les bâtiments, le bureau d'études, puisque tout est interdépendant dans la solution et la performance de la solution. Et donc, des besoins, effectivement, aussi sur ces métiers assez pointus, plutôt profil ingénieur, de développeurs, d'ingénieurs en simulation numérique, des architectes logiciels, etc. Et ça, c'est des choses qui existent déjà. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous avez aujourd'hui des ingénieurs informatiques qui travaillent sur la donnée qui sont aujourd'hui complètement dédiés à des filières BTP. Alors, voilà. Mélanie, c'est vrai que je vois le temps qui passe, c'est vrai qu'on est peut-être moins sur notre cœur de sujet, donc je me dis que là, on a beaucoup abordé des métiers au final déjà existants qui sont potentiellement même déjà pénuriques. Donc, on va avoir aussi un enjeu d'attractivité, de comment on attire sur ces métiers évoqués. Est-ce que, voilà, en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que vous avez repéré qui peut faire partir d'un discours d'attractivité vers ces métiers? Oui, comme je le disais Marion, donc c'est moins de pénibilité. Effectivement, alors ça c'est une révolution qui a moins de pénibilité, mais je veux dire, il y a quand même du travail en usine, du travail sur chantier, qui sera forcément moins pénible, un process
industrialisé, avec des règles effectivement de qualité, de sécurité, moins d'aléas, des interventions plus programmées. Le support digital, je pense il va être présent à toutes les strates de la hiérarchie de l'entreprise. Des emplois accessibles, y compris pour des premiers niveaux de qualification, ça je pense que c'est important de le dire, hein, on n'aura pas besoin que d'ingénieurs. Un enjeu écologique fort, pour moi, ce sont des métiers qui ont du sens parce qu'effectivement, vous contribuez avec tout ça à décarboner en fait les filières économiques et particulièrement le bâtiment, hein, dont on sait qu'il est consommateur d'énergie. Donc, pour moi, ça a du sens à ce niveau-là. Et puis, des process et des acteurs qui sont en constante veille sur les innovations. Et donc, ce sont des métiers qui évoluent aussi au rythme des innovations et qui sont au cœur j'ai envie de dire, de la modernité et à la pointe des dernières innovations techniques. Voilà. Donc, normalement, beaucoup d'arguments qui devraient permettre d'attirer des publics variés sur nos métiers d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation. Ça peut être frustrant, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails, mais vous retrouvez toutes les informations plus détaillées dans le rapport qui est disponible au téléchargement. J'en profite pour vous faire part d'un commentaire qui nous a été fait dans le chat. Vous pouvez tous réagir si vous le souhaitez. Donc, qui est la vision holistique propre au hors-site demande quand même une véritable mutation des compétences. Pas une révolution, mais pas juste une simple évolution, et très peu d'acteurs intégrant déjà des sites de production calibrés. Donc, un changement d'état d'esprit complet du BTP semble indispensable. Donc, voilà une remarque qui nous a été faite dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir parmi nos intervenants. C'est vrai que ça reprend ce qu'on a pu se dire sur l'idée de révolution, évolution, comment on se situe en région. Marion, peut-être un mot à ce sujet ? Oui, mais je pense qu'on va trouver la réponse dans les témoignages de... Bien sûr. Effectivement, changement d'état d'esprit, mais la révolution, elle est peut-être juste dans le changement d'état d'esprit et pas fondamentalement dans les métiers eux-mêmes. Voilà, je pense que la distinction, elle peut être là, en fait. Effectivement, merci. Et comme vous l'avez bien dit, on va illustrer ça tout de suite avec des propos très concrets grâce au témoignage de 2 entreprises qui interviennent sur notre territoire régional. Comme on a pu le voir, on a des techniques qui peuvent être très variées dans le hors-site. Donc, on voulait vous donner des exemples assez concrets du fonctionnement et des besoins qui vont être induits par cela. Donc, on va suivre cette chaîne de valeur présentée par Mélanie Boquet. On va commencer plutôt par la partie construction, rénovation hors site en usine. Et donc, je vais donner la parole à Christina Nita, directrice Habitat chez Technologie Habitat, pour qu'elle nous explique c'est quoi le hors-site au sein de votre structure et quelles sont ses spécificités. Oui, bonjour à tous et je vais présenter en quelques lignes l'entreprise pour poser le cadre et comprendre exactement ce que l'on fait et ensuite je vais me poser sur les besoins et sur les compétences. Donc TH, c'est une entreprise qui a 10 ans d'expérience et qui fait partie de cette petite famille des industriels hors site en France. L'entreprise est née en Haute-Savoie où se trouve actuellement son siège et son bureau d'études, avec un premier site de fabrication à Dole, un deuxième site de production qui démarrera donc cette production en 2024, mais aussi des belles perspectives qui nous orientent probablement vers l'ouverture d'une 3e région dans l'ouest de la France. Ça a été expliqué très bien précédemment par Marion, les différentes typologies en fait de fabrication hors site. Il y a le 2D, il y a le 3D. TH se positionne sur la construction neuve sur les modules 3D. Donc, notre métier, c'est de concevoir, de fabriquer des logements avec ce système constructif en 3D que nous avons développé. Et ce système qui repose en fait sur une structure des modules en poteau-poutre et du bois lamelé collé.
Donc, chez nous, on va retrouver les modules 3D. Donc, il n'y a pas de mob, il n'y a pas de fob ou des éléments 2D. Et nous avons une autre particularité qui est la technologie de finition intérieure sèche. Dans notre process, on ne va pas utiliser de l'eau. Donc, il n'y aura pas de plaque au plâtre, il n'y aura pas de carrelage, il n'y aura pas de faïence. Les matériaux de finition sont remplacés par des matériaux qui sont traités et adaptés à la finition de logement et qui ressemblent fortement en fait aux matériaux traditionnels. Dans les salles de bain, par exemple, on va retrouver des matériaux qui ont le même aspect que le carrelage, en fait, les mêmes textures que les finitions en faïence ou en carrelage. Et ce que vous voyez à l'écran, vous voyez que dans nos fabriques sortent des morceaux de bâtiments qui embarquent en fait un maximum de valeur ajoutée. Il y a environ 80% à 90% des finitions qui sont intégrées. Oui, merci, j'avais oublié de changer la slide. Donc, vous allez retrouver, enfin, nous allons installer l'ensemble des équipements de chauffage, les équipements de production d'eau chaude, donc les réseaux secs et humides qui sont intégrés, les finitions des murs, des plafonds et les planchers, mais aussi l'extérieur des bâtiments avec des façades et des toitures sur tout ce qui est toiture plate. Et ce process, en modulaire 3D, poteau-poutre et technique sèche de finition, nous garantit une finition de logement de haute qualité avec quasiment zéro réserve sur chantier. Nous allons dans notre process jusqu'à la livraison des modules et l'installation des bâtiments sur site. Mais nous allons voir un peu plus loin que cette partie installation et livraison des bâtiments peut aussi se faire autrement avec un partenariat avec des entreprises générales et notamment Bouygues Construction ici présent. En termes de produits, nous nous positionnons sur tout ce qui est logement, qu'ils soient individuels ou collectifs. Sur l'hébergement, les résidences étudiantes, on a vu quelques exemples en Crous précédemment, mais nous avons aussi co-développé avec Bouygues Construction un système de constructif spécifique pour les salles de classe qui est différent de celui de l'habitat et on va utiliser cette fois-ci des panneaux en CLT et une autre technique d'assemblage. Et sur l'ensemble de nos produits, nous restons en famille 3. Pour illustrer le process de fabrication, en fait, de construction d'un habitat chez nous, donc pour TH, ce projet commence par la phase d'analyse des besoins du maître d'ouvrage. S'ensuit la co-conception avec l'architecte et la réalisation des études spécifiques par notre bureau d'études. C'est notre bureau d'études qui réalise les études structure et fluide, les plans d'exécution aussi. Il y a l'approvisionnement des matières premières et la fabrication. Les deux dernières étapes donc de ce process, le transport et l'installation, peuvent être réalisés donc de deux manières. Soit par nos propres équipes de chantier, comme je l'avais évoqué précédemment, et c'est sur des projets relativement petits, jusqu'à 30 logements, soit en partenariat avec Bouygues Construction, qui a formé ses équipes à la pose et à la pose des modules et à la finition des bâtiments sur site. Et donc, maintenant qu'on voit mieux comment les choses fonctionnent au sein de TH, au niveau des emplois et des compétences que vous recherchez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Christina ? Vous avez vu le process de fabrication, enfin de traitement d'un projet avec ses différentes étapes. En face de ces différentes étapes se trouve évidemment une organisation et des compétences. Et on arrive enfin au cœur du sujet de cette webinaire. L'organisation, comme ça a été évoqué précédemment, elle est assez classique en fait. On va trouver en plus des fonctions support qui sont le RH, la finance. On a un service de développement commercial, un bureau d'études, des équipes de chefs de projet. Et la fabrique qui elle a sa propre organisation et est dotée de différentes compétences qui sont principalement industrielles. Et on a aussi une équipe de chantier pour la pose des modules et la livraison des bâtiments.
Je vais passer rapidement sur les compétences dans les services en amont et en aval de la fabrication. Et je vais faire un zoom enfin, je vais m'arrêter un peu plus sur la fabrication qui a ses particularités chez TH, ou je pense que chez tous les industriels du hors site. Donc, pour revenir rapidement sur les services en développement commercial, il n'y a pas de compétences spécifiques hors site. Les commerciaux, ils viennent des différents univers, soit du bâtiment, soit de l'industrie. Au sein des bureaux d'études, nous avons des projeteurs ou des ingénieurs qui sont formés au métier du bois ou du bâtiment ou tout simplement de l'ingénierie industrielle. Ça a été évoqué tout à l'heure, qui ont aussi des compétences sur la thermique, sur le bas carbone, sur le numérique également. Ensuite, pour toute la population chef de projet, ce sont des compétences principalement en management de projet. Le projet qu'il soit industriel ou bâtiment. Et enfin, pour tout ce qui est chantier, ce sont aussi des compétences classiques en fait de conducteurs de travaux bâtiments pour les équipes d'encadrement. Mais pour la partie pour les équipes en fait, pour les compagnons poseurs, c'est un peu particulier parce que c'est les compagnons poseurs sont des compagnons fabricants aussi, donc ils n'ont pas donc de formation spécifique bâtiment. Pour revenir sur la fabrique elle est organisée comme tout site industriel avec des compétences en production qui sont à la fois classiques avec des responsables de site, des ingénieurs méthodes, des ingénieurs QSE, qualité, sécurité, environnement, des approvisionneurs ou des planificateurs ou planeurs, comme on les appelle aussi dans l'industrie, et une autre partie qui sont des expertises plutôt qui viennent du monde du bâtiment. On va retrouver des experts en réseau fluide, donc l'électricien, les plombiers, mais aussi des menuisiers qui ont qui sont un peu à la croisée des deux chemins entre le bâtiment et l'industrie. Donc on voit qu'il y a ces deux mondes en fait qui cohabitent et qui travaillent ensemble. Pour les ouvriers pour les ouvriers de production industrielle, comme les appelait Mélanie tout à l'heure, chez nous, ce sont les compagnons fabricants. Ça a été précisé que ces compagnons fabricants n'ont pas de formation spécifique au métier du bâtiment ou de l'industrie en fait. Ils sont issus des univers qui sont très variés, et ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui sont loin de l'emploi, ou bien des personnes en reconversion professionnelle qui ont envie de faire un métier qui est plus responsable et plus en phase avec les attentes actuelles sur les transitions écologiques et énergétiques. Ces personnes, nous les avons recrutées avec l'aide du Pôle emploi sur des méthodes, la méthode MRS. C'est une méthode de recrutement par simulation. On les a formés ensuite avec nos méthodes et nos process nos modules de formation à notre process industriel qui n'est pas, je ne sais pas si j'ai la main pour passer plus loin. Donc, vous voyez que notre process, il n'est pas automatisé ou il est très, très peu automatisé. Nous avons environ 25 postes de travail qui sont bien décrits, avec des opérations et des méthodes qui s'enchaînent. Par exemple, pour le montage du squelette, on va retrouver pour un poste comme le montage d'un plancher, l'identification des éléments en bois qui doivent être montés dans une ordre bien précise, avec des contrôles qualité. Donc, ils n'ont pas besoin d'être formés, d'avoir une compétence spécifique industrielle. Ils doivent juste avoir la compétence et l'envie en fait de se former à un process qui est assez bien décrit et répétitif. Oui, Christina, si je résume bien là, en fait, effectivement, c'est ce que vous avez mis dans votre PowerPoint. On peut bien accéder à vos métiers à tout niveau de qualification. L'enjeu va vraiment être au moment de l'accompagnement et de l'intégration au sein de TH, mais toute personne motivée peut
se former en interne, voilà, pour intégrer votre structure, en ayant un peu aussi les appétences dont Mélanie a parlé tout à l'heure sur les métiers industriels. Peut-être que justement là-dessus, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre implantation sur les Hauts-de-France et la manière dont vous travaillez ça sur un volet aussi formation. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif, c'est vrai que pour nous, c'était de rendre, enfin, de former, d'intégrer et de rendre ces personnes polyvalentes. Et cette polyvalence, c'est notre objectif, mais c'est aussi l'objectif de nos compagnons. On a remarqué qu'ils ont une vraie appétence, en fait, d'être formés à l'ensemble des métiers de fabrication. Mais c'est vrai que l'enjeu principal pour nous, c'est le point de vigilance, c'est l'accompagnement, c'est l'intégration et la formation. Et sur ces quelques années d'expérience, nous avons remarqué en fait enfin, nous ont montré que la nécessité de créer des formations de toutes pièces, des formations sur mesure, de les appliquer, de les améliorer, mais surtout en fait de veiller à l'assimilation des formations par cette population, par les personnes que l'on intègre. Donc, dans les Hauts-de-France, on va procéder un peu différemment. Après cette première étape de conception en fait des modules de formation par nos propres moyens, dans les Hauts-de-France avec l'aide de la région et 4 organismes de formation, on va créer des modules de formation toujours adaptés à nos process de formation, mais avec des méthodologies et une pédagogie un peu différente. Ce qui en fait va se préciser dans une formation d'environ 7 mois, avec 2 tiers de cette formation en centre de formation et un tiers dans notre fabrique. Donc après les formations qui sont théoriques mais aussi pratiques, on va les intégrer dans notre premier site de fabrication où ils vont apprendre sur des modules 3D à échelle réelle, à échelle réelle. Donc cette formation, je vais juste finir avec une petite phrase. Ce sont 2 formations qui ne sont pas diplômantes, mais il y a quand même une certification au niveau du titre professionnel de menuisier qui peut être valorisée à l'extérieur. Et on a commencé il y a 3 sessions de formation qui vont commencer en janvier, février et mars. Donc, les stagiaires peuvent dès maintenant s'y inscrire, en fait, je vais vous laisser peut-être dans les commentaires les adresses mail et les numéros de téléphone qui peuvent appeler pour s'y inscrire. Complètement, voilà, on est vraiment là sur du concret et des choses qui se mettent en place actuellement en région sur l'emploi dans le hors-site. Merci beaucoup Christina pour ce témoignage sur la manière dont TH travaille depuis 10 ans sur ces enjeux de construction hors-site et la manière dont vous réinventez aussi un peu vos pratiques, notamment sur les enjeux emploi et formation grâce à votre implantation en Hauts-de-France. Pour filer la suite de notre chaîne de valeur, je vais donner la parole à Johan Girard de Bouygues Construction Nord-Est qui va pouvoir nous dire justement comment le monde du BTP, de la construction, s'adapte à l'arrivée de ces pratiques. Ça me permet de faire le lien avec des commentaires qu'on a eus pendant les différentes interventions, où Rodolphe nous dit que c'est bien la rénovation massive qui est l'enjeu, le changement d'échelle, il parle de x10, x20 qui est énorme et qui demande ce changement radical des pratiques. Donc même si pas révolution des métiers, changement radical dans les pratiques, comme Marion nous le disait tout à l'heure, et qui demande que l'ensemble des acteurs se mettent en mouvement pour aller en ce sens. Et donc là, nous avons la chance d'avoir la parole d'un grand acteur de la construction en région. Donc voilà, ma première question justement, Johan, là-dessus, c'est comment Bouygues Construction Nord-Est se positionne sur ces enjeux hors site dans les Hauts-de-France. Oui, bonjour. Alors, la construction et la réhabilitation hors site, parce qu'on parle bien des 2 domaines de notre activité. Donc, je le rappelle juste rapidement, nous sommes entreprise générale de construction
et de réhabilitation, ça veut dire acteur global de l'amont jusqu'à la livraison, voire même l'exploitation des bâtiments que nous construisons ou rénovons. Donc, comment on se positionne par rapport à, je ne sais pas si on peut parler de révolution, mais en tout cas de période de bouillonnement d'idées nouvelles et de changements, très certainement, sur le registre de la façon d'appréhender la construction ou la réhabilitation du patrimoine existant. Donc, les enjeux, on est tous concernés par un même enjeu, c'est la neutralité carbone à 2050 pour l'Europe et lutter contre le réchauffement climatique. Donc, pour notre activité qui, quand même, est très émissive de carbone, hein, le fait de construire, et notamment par le biais du béton, rend l'industrie de la construction très carbonée. Donc, les enjeux qui sont devant nous, c'est une première révolution, c'est-à-dire que on a assisté à un premier changement radical qui était qu'une entreprise comme la nôtre et comme beaucoup d'autres était très focus sur la construction neuve et est apparue très récemment la réhabilitation et la réhabilitation avec un gros mouvement d'accélération. Pourquoi ? Parce que pour 2050, on a en France plus de 5 millions de logements à réhabiliter, les fameuses passoires énergétiques dont on a parlé tout à l'heure. Le tertiaire, on en parle moins, mais c'est aussi des millions de mètres carrés qui seront à réhabiliter. Et on ne peut pas faire que de réhabiliter, il faut continuer de construire parce que la société a besoin de constructions nouvelles, d'équipements nouveaux. Et donc, il y a des objectifs aussi ambitieux qui concernent la construction, mais c'est comment construire décarboné. Et donc, forcément, face à ce changement ou à ces enjeux, on voit bien que la réponse ne peut pas être traditionnelle. On est obligé de changer notre approche de l'acte de construire et de la réhabilitation. Je ne sais pas si le hors-site est la seule réponse qui s'impose, mais en tout cas, c'est forcément un grand pan de la réponse. Donc, pourquoi industrialiser ? C'est parce qu'on voit bien que jusqu'à 2050, c'est pas si loin que ça. On a des échéances déjà en termes de quantité pour 2025, pour 2028, pour 2034, pour les bâtiments les plus perditifs. Donc, on est face à une massification. Le on, c'est pas forcément que nous, acteurs de la construction, c'est les bailleurs sociaux, mais aussi en tant que citoyens, en tant que particuliers, pour ceux qui ont la malchance d'habiter un logement peu performant, il va bien falloir le réhabiliter. Et donc, à un rythme très fort. Et donc, il faut industrialiser rien que pour augmenter les cadences et la capacité à réhabiliter et à remettre au niveau le patrimoine existant. Moi, je mettrais juste un petit bémol par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, ou un bémol, ou en tout cas une modération, c'est que parfois on a tendance à confondre industrialiser et préfabriquer hors site. Ce sont deux thèmes qui peuvent s'associer, mais c'est aussi deux thèmes qui peuvent s'appréhender de façon différente. Donc le hors site, chez nous, très concrètement, sur le territoire des Hauts-de-France, pour ce qui concerne l'entreprise que je représente, Bouygues Bâtiment Nord-Est, c'est très concrètement, on vient de traiter avec Pas-de-Calais Habitat, donc bailleur social sur le département du Pas-de-Calais, la construction de 130 logements neufs hors site. Donc ça veut dire que là, on a franchi un cap supplémentaire dans l'innovation, c'est-à-dire que la construction de logements hors site en 3D, ça existe déjà depuis peut-être 10, 15 ans, mais c'était souvent du logement unitaire, donc de la chambre d'étudiants, du foyer jeune travailleur, où un module égale un logement. Là, la nouveauté, c'est qu'on se lance le défi de construire des logements familiaux, donc du T2 au T5, à partir de modules 3D faits en usine. Ça veut dire que l'enjeu va consister à pouvoir assembler différents modules entre eux sur le site pour en faire un logement pouvant aller jusqu'au T5. Et en hors-site toujours, là sur l'aspect rénovation, on est en train de réaliser actuellement un énorme contrat de près de 2000 logements, qui sont les logements Camus pour ceux qui ont eu l'occasion de croiser leur route dans le paysage du bassin minier. Donc, c'est des logements qui, à l'époque, déjà, après-guerre, avaient déjà été fabriqués de façon industrielle et donc qu'on doit réhabiliter. Donc, c'est 2000 logements qui, en tout cas, d'apparence, sont tous identiques. La réalité montre autre chose. Mais d'apparence, ils sont tous identiques puisqu'ils ont été faits de manière industrielle. Donc, je précise juste, puisque Christina est avec nous, que nous, on se situe comme un acteur
globale de la construction et de la rénovation. On intervient sur la phase de conception, sur la phase de mise en œuvre, mais donc il y a un chaînon au milieu qui est qu'on doit s'associer à des industriels disposant d'usines. Nous ne disposons pas d'usines. Peut-être que le métier d'entreprise générale demain évoluera vers la propriété d'usines, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est le grand assemblier, en quelque sorte, entre le site et le hors-site. Et Johan, j'ai envie de vous poser une petite question à ce moment-là. C'est vous qui avez aussi l'habitude de chantiers plus classiques, on va dire, c'est quoi l'incidence d'un projet hors site par rapport à un chantier classique et notamment peut-être comment vos collaborateurs réagissent au passage de l'un à l'autre? Alors, c'est une autre complexité. Vous l'avez dit à plusieurs reprises au fil des interventions. Qui dit hors site dit un maximum d'anticipation. Ça laisse pas place à l'improvisation. L'improvisation, c'est j'ai une pièce sur chantier qui est trop longue, je commence à la couper pour l'adapter à la situation que j'ai devant moi. Non, ça n'est plus possible. Donc, ça veut dire que il faut d'abord concevoir numériquement le projet pour le réaliser fidèlement à sa conception numérique une fois qu'on est sur site. Quand Christina, ses opérateurs en usine, lancent la fabrication d'un module, il fait une dimension précise au millimètre. Elle n'est pas au centimètre près, elle est au millimètre près. Donc, il faut que sur site, nos fondations qui vont recevoir ces modules, l'enveloppe du bâtiment qu'on va venir poser sur ces modules, ait été aussi anticipée avec le même niveau de précision. Donc, il y a un enjeu parmi les métiers nouveaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est la maîtrise de la donnée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la maîtrise de la data, les ingénieurs data notamment. Pour ce qui concerne le groupe Bouygues, nous on s'associe à des gens qui savent mieux faire que nous, qui ont un temps d'avance là-dessus, qui sont vraiment des gens de l'industrie. Par exemple, pour développer la data, on s'est associé depuis plusieurs années à l'entreprise Dassault, qui donc construit des avions de chasse, hein, donc on est sur un tout autre registre que le bâtiment, mais néanmoins ils ont une vraie compétence dans la maîtrise de la data, et donc on a un partenariat ensemble pour travailler avec de l'intelligence artificielle, à voir comment est-ce que on peut passer en effet de la conception 3 dimensions sur un ordinateur à une pièce qui va sortir de l'usine et qui va pouvoir s'adapter tout de suite sur le site. Donc, avant de passer une petite vidéo qui va vous résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire, les métiers nouveaux qui apparaissent, c'est en premier lieu celui de la logistique. Parce que si on fait du hors-site, c'est aussi pour que, on travaille sur des enchaînements fluides, des enchaînements de tâches fluides. Hein. Si on a des opérateurs sur site et qu'ils n'ont rien à poser, ni module, ni panneau 2D, etc., on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir sur la productivité. Donc, le juste nécessaire au juste temps est plus que jamais essentiel. Donc, on a besoin d'ingénierie logistique, je le situe à ce niveau-là, au niveau de l'ingénierie. On a en notre sein, nous, des ingénieurs logistiques qui vont travailler à la fois sur la macro-logistique, c'est-à-dire comment on achemine les modules d'une usine située à plusieurs centaines de kilomètres jusque sur le site, mais aussi la micro-logistique, c'est-à-dire c'est un métier qui est assez proche de ce qu'on appelle classiquement les méthodes dans notre univers de la construction. Donc, c'est vraiment la logistique du dernier kilomètre, la stratégie de stockage d'éléments, la coordination entre tous les fournisseurs de hors-site, parce qu'il n'y a pas forcément que le module 3D, il y a tous les compléments qui arrivent. Hein. Christina a bien dit que le module était à 80% fini, mais pas 100%, donc les 20% restants sont hyper importants. Donc le métier de la logistique, la maîtrise de la data avec des ingénieurs data, on est sur vraiment quelque chose de... Alors on parle depuis plusieurs années du BIM, pour ceux à qui ça parle, donc la modélisation numérique 3D. Oui, c'est une chose, mais là il s'agit pour la réhabilitation notamment de capter la donnée du patrimoine existant qu'on doit réhabiliter dans ses formes géographiques, dans ses performances énergétiques actuelles, dans ses pathologies, parce qu'on réhabilite un bâtiment souvent qui a des pathologies, qui a des fuites d'eau, d'air, etc., et qu'on doit réparer au même titre qu'on le réhabilite. Donc, il y a vraiment sur le projet des Camus, là, c'est des millions de data qu'on récupère de l'ensemble de ces logements qu'il faut savoir traiter, analyser, pour derrière se donner une chance d'industrialiser et de s'inscrire dans une répétition systématique des choses, des tâches. Et donc, il faut sur site des opérateurs formés à l'utilisation des interfaces qui nous permettent d'exploiter la data. Le planning,
importance, alors il y a un lien avec la logistique forcément, mais des planificateurs, des gens qui s'assurent vraiment que demain on a bien les bonnes pièces attendues et qu'on va pouvoir tenir les cadences. Forcément, qui dit hors site dit filière sèche par opposition à filière humide, qui est le béton qu'on coule sur place, qui arrive sous forme liquide et qui se solidifie sur place. Là, on est sur les métiers donc de filière sèche, donc forcément en grande partie issus de la filière bois. Là, on y trouve, par exemple, sur ce plan-là, un vrai sujet d'attractivité pour les compagnons, notamment en général, pour nous, les opérations qu'on a faites en bois, on recrute pas spécifiquement des gens spécialistes du bois pour le faire. Hein. C'est souvent une conversion de nos compagnons béton qu'on forme au métier du bois. Et en général, c'est vraiment très apprécié. Ils ont même du mal à revenir sur le béton parce que forcément, c'est plus sale, c'est plus pénible, etc. Donc, il y a une vraie amélioration de la condition de travail au global. Et un métier qui n'est pas nouveau, mais qui est toujours en grande tension et pour lequel le hors-site ne résoudra pas complètement le phénomène de tension, c'est le métier de façadier itéiste. Alors, c'est un peu un terme barbare et un peu nouveau, mais c'est le métier de bardeur, c'est-à-dire, vous le verrez sur la vidéo, quelqu'un qui est un spécialiste de l'enveloppe et qui va venir finaliser, une fois qu'on aura assemblé les modules ou les panneaux, qui va venir finaliser cette enveloppe. Et on voit quand même, du coup, Johan, que je reviens à notre fameuse phrase, mais on n'est pas sur une révolution, mais il y a quand même cette évolution de l'ensemble des métiers, de toute la chaîne de valeur qui sont concernés. Et j'en profite pour relayer de nouveau un petit commentaire de Rodolphe, qui dit qu'effectivement c'est intéressant de voir tout ça et que en plus d'embarquer des entreprises comme Bouygues, l'important sera aussi d'aller embarquer l'ensemble des entreprises générales du bâtiment pour répondre aux défis qu'on a évoqués. Oui, c'est une chose importante. Le hors-site ne va pas supprimer tout un pan d'entreprises traditionnelles. Hein. Oui. Je pense que petites comme grandes entreprises vont toutes être amenées de toute façon à évoluer, chacune dans leur domaine. Merci, Johan. Effectivement, c'est quelque chose qui doit être partagé par toute la filière. Peut-être pour illustrer justement vos propos, je vous propose de conclure ce webinaire avec un petit peu de retard, je vous prie de nous en excuser, par une vidéo présentant le projet mené par Bouygues Construction. Je vous laisse commenter, Johan. C'est juste une petite vidéo qui résume très synthétiquement ce qu'on fait sur le projet des Camus. Donc, il s'agit d'appliquer une isolation par l'extérieur, un manteau thermique sur des bâtiments qui sont tous similaires. Donc, on assiste à une première chose qui est la capture de la donnée géométrique du bâtiment via un scanner 3D. On envoie ça via justement notre partenariat avec Dassault Systèmes pour que de cette photographie en quelque sorte du bâtiment sortent directement des plans d'exécution de ce manteau thermique, ce que vous voyez là. Donc, tout ça, ça se fait de façon très automatisée, très informatique. Ça part en usine où le manteau thermique est débité à dimension par rapport aux dimensions de chacun des logements. Donc là, c'est là où on voit bien qu'il y a forcément une question logistique qui se pose. Aussi quelque part le travail autour d'un langage commun entre les gens du site et les gens en usine. Ici, on assiste à la fabrication de ce manteau thermique dans une autre usine. Tout ça à l'échelle du très local. Hein. Tout ça se situe à quelques kilomètres autour du chantier. On est capable de faire travailler le tissu économique très local autour des chantiers. La logistique, on en parlait. Donc voilà typiquement un colisage qui correspond à un bâtiment. Donc on est sur une logique de QR code, de choses comme ça qui permettent de réceptionner les bonnes pièces, pour que l'opérateur sur site se pose pas 1000 questions de savoir où va telle pièce. Donc c'est ça la micro-logistique aussi, hein, c'est l'organisation in situ du dispatching des pièces. Une pose de module qui arrive préfabriquée, qu'on vient positionner devant le bâtiment à isoler. Une accroche physique de ces panneaux qui se fait sur site, et puis ensuite une insufflation. Donc plutôt que de dérouler un manteau de laine de verre comme on a tous vu quand on va chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, là, on vient souffler directement des cotons du coton de laine de verre, entre cette paroi nouvelle qu'on a construite
et le bâtiment existant. Et donc, le fameux métier dont je vous parlais, c'est la finalisation de l'enveloppe. Et ça, c'est vraiment encore quelque chose qui est très en tension, que ce soit pour la réhabilitation traditionnelle comme pour la finition d'une isolation hors site. Donc voilà, in fine, ce à quoi on arrive. Voilà, tout simplement, j'ai essayé de faire vite, ce qui n'est pas évident, mais voilà ce que je peux vous apporter comme élément. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation synthétique mais très riche, qui permet déjà d'avoir un premier aperçu pour des acteurs de l'emploi qui sont pas forcément spécialistes de ce sujet-là. On a une belle vision grâce à toutes vos présentations sur ce qu'est le hors-site en région. Donc, si j'essaye de résumer en quelques mots, des besoins forts, car on est sur des enjeux vraiment massifs sur notre région, avec un écosystème qui se structure de plus en plus, comme nous l'a bien présenté Marion, une vraie plus-value et un intérêt à positionner à ce que des personnes se positionnent sur ces métiers, avec un accès à tout niveau de qualification, des besoins tout au long de la chaîne de valeur sur des métiers extrêmement diversifiés et selon des appétences, des profils de personnes très très larges. Et je vais reprendre encore une fois des propos de Rodolphe en commentaire. En rénovation, il y a de l'emploi pour tous dans le hors-site. Donc là-dessus, je pense que c'est un beau mot de conclusion sur ce webinaire. Des beaux enjeux, des belles perspectives en région et comme nous l'avait présenté Christina, des besoins concrets tout de suite d'emploi, d'entrée en formation sur notre territoire. Je vous rappelle quand vous avez des ressources complémentaires disponibles en fin de PowerPoint, vous pouvez télécharger le PowerPoint, il est à votre disposition. Vous retrouvez tous nos replays Rêve3 sur le site du C2RP et avec Jalil El-Kabli notamment, nous vous concoctons un programme pour poursuivre le travail sur les métiers d'avenir Rêve3 en 2024. Est-ce que Jalil, tu veux un dernier mot pour conclure ce webinaire? Oui, peut-être remercier la qualité des interventions qui nous permettent de comprendre ce que j'évoquais en préambule, anticiper. Il y a vraiment des belles perspectives de recrutement. On voit bien que les choses évoluent. Et vraiment, je compte sur l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation pour se mettre en ordre de marche pour ces nouveaux enjeux des métiers d'avenir Rêve3. Merci à vous. Merci beaucoup Jalil et je renouvelle tes remerciements. Merci à tous nos intervenants aujourd'hui, aux participants pour vos commentaires et votre participation et toutes les ressources seront disponibles sur le site du C2RP très rapidement. Un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir.